Bienvenue, bienvenue, mais oui, rentrez, prenez place. Bienvenue à tous et merci d'être là pour cette troisième et dernière journée d'Omnivore. On a une grosse journée avec 9 masterclass sur cette scène qui vont nous emmener jusqu'à la fin de l'après-midi. On a eu la chance de vivre des moments extrêmement forts depuis 2 jours. Certains d'entre vous étaient là. On espère que vous avez eu l'occasion d'apprendre des choses, de rencontrer des personnalités, de découvrir des cuisines et de participer avec nous de cette expression de l'intelligence culinaire qu'on a pu voir voilà, pendant 48 heures. On est très heureux de démarrer cette dernière masterclass, cette dernière journée avec cette première masterclass. On va faire un petit voyage dans le temps. On va faire comme si on était mercredi. Hein. On va imaginer qu'on est demain et qu'on va dans ce restaurant qui concentre effectivement sa cuisine ce jour-là, spécialement sur le végétal, bien que tout au cours de la semaine, évidemment, on va pouvoir trouver beaucoup de végétal. Mais aujourd'hui, on va imaginer qu'on est ce jour-là et surtout, je vous demande de les accueillir avec beaucoup de chaleur. Amandine Chéniaud du restaurant Pouliche à Paris et Margot, sa pâtissière. Salut. Et Margot. Bonjour mesdames. Salut. Merci de nous accueillir. On est ravis d'être là. Ouais, effectivement, nous on fait beaucoup de végétal tous les jours de la semaine et le mercredi on est complètement, entièrement, 100% végétarien. Végétarien. Ouais. Et l'idée là aujourd'hui, c'était de vous faire un petit peu, de vous emmener un peu dans notre univers. Donc chez nous, tu sais, le déjeuner ou le dîner s'articule. Déjà, on n'a pas de menu. Pour ceux qui ne sont pas venus, donc on n'a pas de menu. Tout est fait à la voix et les entrées arrivent sous forme de petites choses à partager, un peu comme des mezzés. Sauf que moi, j'aime pas trop ce terme parce que ça t'emmène tout de suite vers l'univers léventin, méditerranéen. Bien donc sûr. nous, on a appelé ça des mises en selle. Des mises en scène. En Ouais, selle. Voilà, petit clin d'œil sur notre... Pouliche, voilà. je rappelle. Voilà. Donc, Amandine, je vois que tu as envie d'envoyer du, Ah bah ouais, moi je suis là pour ça, hein. d'envoyer du bois. Mais quand même, on va prendre 3 minutes pour revenir aussi sur l'ouverture de ce restaurant Pouliche. Ouais. Donc 2019. Une aventure effectivement qui démarre il y a 1 an, un peu aussi comme une sorte de contre-pied de tes expériences passées. On t'a connu dans des très grandes brigades, dans des très grands restaurants, des palaces, des restaurants effectivement avec des ambitions gastronomiques absolument démentielles. À Londres aussi, avec des brigades géantes, beaucoup de contraintes aussi. Est-ce que je me trompe si je dirais que Pouliche est aussi un peu une sorte de récréation? Alors, on peut dire Margot ça. fait une drôle de tête. C'est la fête tout le temps au resto, mais non, en tout cas une récréation au sens, la possibilité de se ressentir un petit peu plus libre. Ouais, complètement. Non, mais tu as complètement raison dans ce que tu dis. Effectivement, moi j'ai travaillé 20 ans dans des grosses structures, des gros hôtels. Et mon dernier poste, donc quand j'étais à Londres, j'étais chef exécutif du Rosewood, où j'avais une brigade de 120 personnes, où je gérais 4 points de vente. Et en fait, je passais mon temps à courir d'un restaurant à l'autre ou de réunion en réunion, à faire du reporting à Hong Kong et Los Angeles. Et en fait, je faisais pas ce que j'aime. Et je me suis rendu compte en étant là-bas que moi, j'aimais bien, tu vois, passer du temps le matin, gratter les girolles, à raconter ma vie avec les mecs avec qui je travaille. Et que du coup, je faisais plus du tout ça. Donc, je suis partie. J'ai mis toutes mes affaires dans un container et puis j'ai pas mal voyagé, j'ai un peu fait le tour du monde et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de revenir à l'essentiel. Donc sur une table de partage, la convivialité. Pas aller chercher des choses très compliquées techniquement, mais vraiment remettre le plaisir au centre de l'expérience du client et aussi, par la même occasion, pour moi, dans mes journées de travail. C'est-à-dire de considérer qu'un restaurant doit être aussi, et peut-être même exclusivement, d'abord le plaisir de celui qui va le faire. Ouais. Et moi, je voulais que ce soit un lieu de vie, tu vois. Avant d'aller chercher des prouesses techniques et technologiques, en fait, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on soit accueilli par quelqu'un qui ait le sourire, qui vous accueille avec le vrai sens de l'accueil. Tu vois, c'est un peu comme une auberge. tu me dis ça, tu sais que tu as une trace de rouge à lèvres? Ah bon, c'est là. Zut. Non, sur la joue, hein, rassure-toi. Donc voilà, c'est ce sens d'auberge urbaine avec... De se faire des bisous, mais virtuellement. Ouais,
Ouais, non, mais tu vois, Max, cette espèce de petit cocon un peu hors du temps, où tu es bien, où on s'occupe de toi, où il n'y a pas de code, tu vois, c'est pas rigide. On vient comme on aime, comme on est, sans se prendre la tête. Et ça passe effectivement, tu l'as cité, déjà par le premier geste qui est de ne pas proposer un menu qu'on va lire, qui n'est pas une mesure anti-Covid, c'était vraiment une volonté initiale. Ouais. Alors en fait, au tout début du restaurant, je voulais qu'il y ait des menus écrits. Mais le problème, c'est qu'on avait plein de bugs avec l'imprimante. Tu sais, c'est des trucs sans fil. Ça se joue à rien, maintenant. La vie. Ah non, mais des trucs sans fil. Donc, je sais pas, on n'arrivait pas à la connecter, les réseaux Bluetooth, les machins, les bidules, bref, pas de menu. Donc, on commence à faire l'ouverture sans menu. Donc, tout se passait bien. Au bout d'un moment, on a quand même réussi à brancher cette fichue imprimante. Et en fait, avec les menus écrits, on s'est rendu compte que déjà, on bloquait toutes les conversations à la table. Et qu'en plus, on perdait environ une demi-heure de temps d'explication de menus, bizarrement, à cause des menus papier. Donc, parce qu'il y avait des mouvements, des gens en salle qui disaient tenez, voici le menu, et en gros, il se passait un moment avant que tout ça démarre. Voilà, tu bloquais les conversations et la fluidité des trucs. Et donc, on a essayé quand même, on a gardé 15 jours, et au bout de 15 jours, on a fait un point avec mon directeur de salle, et puis on s'est dit, en fait, tu sais quoi, on les enlève. Et depuis, on n'a pas de menu. Voilà. Donc tout ça permet d'être dans un restaurant de conversation aussi, c'est-à-dire qu'on va... On a une conversation, on parle avec les clients, on explique ce qu'on fait. Évidemment, ça prête aussi à ce qu'il y ait vraiment des échanges sur la façon dont les choses sont cuisinées, la façon dont les produits sont sourcés, etc., etc. Donc en fait, c'est super. Et alors, justement, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer aujourd'hui? On imagine qu'on est mercredi parce que là, c'est une proposition 100% végétale, mais c'est des choses qu'on pourrait aussi retrouver aujourd'hui, évidemment, chez Poulich. Complètement. En fait, c'est des choses qu'on a extraites de la carte. Donc, on va faire des petites mises en salle végétales. On va faire un ceviche de blettes, un Fontainebleau de chou-fleur, le vol au vent de racine qu'on proposera tout à l'heure sur le stand. Sur le food court, ouais. Voilà. Une carotte teriyaki, l'aubergine miso, girolles et figues, les cocos à l'eau de rose, glace persil, et après on passera sur les desserts. C'est pour ça qu'il y a un peu de travail quand même. Non, mais alors il n'y a vraiment pas grand-chose en termes de difficultés techniques et tout. On va faire essentiellement des montages et des dressages. Et voilà, c'est une façon de montrer que quand on parle de cuisine végétarienne, c'est pas forcément de la chachouka, du houmous ou de la pousse de quinoa germée, si tu veux, que je trouve un peu réducteur. Oui. C'est surtout que c'est aussi des contraintes qui permettent aussi d'inventer des nouvelles choses et de sortir un peu des... Ah, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même, là, dans tous les intitulés, il y a quand même aussi le rapport avec la gastronomie française. On parle de vol au vent, voilà. C'est des termes qui envoient un imaginaire très fort, qui est aussi celui dont tu viens. Oui, complètement. Moi, mon historique, c'est quand même... j'ai travaillé avec des chefs qui sont emblématiques de la cuisine française, assez classique. Enfin, tu vois, Éric Fréchon, Alain Ducasse. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant parce que moi-même, je ne suis pas une grosse mangeuse de viande, je ne suis pas une carnassière, si tu veux. Donc moi, quand je me nourris, si tu veux, j'ai envie d'une cuisine qui soit à la fois gourmande, généreuse, mais pas forcément carnée. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début, en fait, au restaurant avec ces petites choses qu'on va vous faire. Alors, on commence par quoi? Donc, alors, ici, on vous a ramené des blettes rouges, des blettes de couleur. Donc on va faire un ceviche de blettes. Pour la petite histoire, tu sais, pendant le confinement, j'ai joué à la marchande, j'ai vendu des légumes. Et j'avais tout le temps des clients qui venaient me voir en me demandant des recettes pour les blettes, parce qu'au début, quand on a commencé, c'était le mois de mars. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais il faisait encore vachement froid. Et au niveau des légumes d'Île-de-France, il n'y avait pas 150 trucs. Et on avait des poireaux, des patates et des blettes. Classiquement, tout le monde fait des gratins de blettes, tu vois, des choses un peu fat, avec vraiment beaucoup de choses autour. Et moi, j'aime beaucoup la texture de la blette crue, hyper croquante. Mais en revanche, je trouve que le goût, il est un peu raide, tu vois, un peu terreux, pas toujours facile à aborder. Et puis, en réfléchissant à une recette pour mes clients, j'ai rincé les blettes avant, mais c'est juste qu'on n'a pas d'eau sur table, donc veuillez m'excuser si ça paraît un peu barbare, là, comme ça. On a vu des choses bien pires hier. Il y avait un silure de 80 kilos qu'on a dépecé comme un animal mort. Donc, dis donc.
Voilà, donc là, on prend juste les côtes. Les verres, nous, souvent, on les travaille en beurre, tu vois, on va les chercher beaucoup de rondeur dessus. Ça, tu vas les faire cuire probablement, hein, quand même, les verres. Ouais. Les faire blanchir. Et tu vois, ces côtes de blettes, on va les assaisonner avec le lait de coco, citron vert, un petit peu de piment, coriandre, noix de cajou. Donc on va ramener vraiment beaucoup d'arômes là-dessus qui vont pas masquer mais accompagner en fait ce côté terreux. Tu vas avoir le gras de la coco et de la cajou. Donc vraiment on change d'univers. Alors là pour le coup c'est vraiment pas terroir français mais bon, on s'en adapte. Disons qu'on joue avec aussi. Un petit peu de piment. Les cultures, mais c'est en plus on reconnaît quand même évidemment là l'Asie du Sud-Est hein, dans ce plat. Ouais, moi j'aurais dit l'Amérique du Sud plutôt. Amérique du Sud, coco. Ouais, c'est vrai. Hop, tu vois. C'est une recette. Franchement, ça, tout le monde peut le faire à la maison le dimanche. Oui, ceviche, t'as raison. L'intitulé, il est plutôt sud-américain. Un petit poil de poivre, même s'il n'y a pas forcément besoin. Hop. Donc là, ta tablette, elle est littéralement crue. Elle va légèrement complètement cuire avec le citron. Mais l'acidité du citron va la dégourdir un petit peu, mais franchement, on reste sur quelque chose de très croquant. Et moi, c'est vraiment cette texture que je trouve intéressante dans la tablette. Voilà, hop, je vais juste remettre un tout petit peu, hop, avec une petite huile d'olive. Et pour qu'on bien faire comprendre effectivement le principe des séquences d'un repas chez Poulich. Tu parles de ces mises en selle. Tout arrive en même temps, en fait. Comment on en commande combien? Enfin, c'est quoi l'idée? C'est de pouvoir piocher Ouais, il y a un mix entre des petites choses qu'on va mettre en format individuel parce que c'est pas pratique, si tu veux, dans l'idée de partage. Et tu vas avoir des choses qu'on va mettre au milieu de la table à partager. Il y a aussi beaucoup d'éléments que tu peux prendre du bout des doigts. On a fait une tempura de maïs, crevette grise à l'ouverture qui a vachement bien marché. Tu vois, c'est ludique en fait. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai pas envie, quand je vais au resto, d'avoir quelqu'un qui me dit il faut manger ça comme ça, avec que tu aies des codes. Enfin, tu vois, le restaurant, c'est un endroit de plaisir, c'est un endroit où on va pas pour travailler la plupart du temps. Et pour moi, c'est un espace de liberté. Donc, il faut que le client il puisse manger comme il a envie. Et donc, on essaye d'aller vers cette facilité-là. Et qu'est-ce qui s'est passé quand même dans ces grandes brigades pour que tu aies tellement envie de faire autre chose? En fait, tu sais, à la base, quand j'ai commencé à faire de la cuisine, quand j'ai commencé dans la restauration, j'avais envie de monter un salon de thé. D'accord. Et je me suis dit, si tu veux aller au bout de cette idée, je me suis dit, si tu veux aller au bout de cette idée, il faut que tu cuisines un peu, que tu travailles dans des cuisines pour être un petit peu pertinente et savoir comment cet univers fonctionne. Et en fait, je me suis fait embarquer sur des gros concours de cuisine, sur les Bocuse d'Or et tout ça. Mais l'idée de base, c'était ça, c'était cette simplicité-là, c'était d'avoir une maison où je sois chez moi et où je puisse recevoir mes amis et de la famille et aussi évidemment des clients, mais avec cette sympathie. Cette spontanéité. Tu vois, donc en fait, je n'ai fait que revenir à la case départ. On peut y aller à 16h à Poulich ou pas encore? Alors 16h, non, parce qu'il faut quand même qu'on ait des moments de pause, sachant qu'on est déjà ouvert 7 sur 7. Hein, Margot? Ouais, ce serait bien aussi. On est déjà ouvert 7 sur 7, donc tu vois, c'est quand même assez lourd en termes d'amplitude horaire. Et l'après-midi, on se fait des petites pauses. Il y a juste le dimanche où on prend jusqu'à 15h30. Donc vraiment dans l'idée d'avoir un déjeuner où tu peux vraiment passer du temps. Le déjeuner dominical un peu, avec le plat de partage. Si tu veux arriver super tard, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille. Tu ne parles pas de brunch le dimanche quand même? Non, moi je ne suis pas fan de brunch. On ne sait pas les faire les brunchs en France. Non, je sais pas, ça me... Souvent, en plus, tu manges trop parce que tu as envie de goûter plein de trucs. Tu as des viennoiseries, des machins, du bacon et tout. Et tu te retrouves à manger... Enfin, moi, en tout cas, je me suis retrouvée, à chaque fois que je suis allée faire un brunch, je me suis retrouvée à manger des trucs que j'aurais pas forcément mangé s'ils n'avaient pas été devant mon nez. Et puis, tu ressors, t'es gavé. Et en fait, ouais. Non, restons sur le déjeuner dominical, ça marche bien. Ouais, et puis là, tu vois, on garde ce même esprit de mettre vraiment tout au milieu de la table avec vraiment des choses très simples. On a toujours la purée du dimanche, on propose toujours des petites huîtres, une brouillade qui varie suivant les saisons. Là, on est en ce moment sur la brouillade au girolles. On a fait des brouillades à la truffe, aux asperges, enfin, tu vois, on navigue. Mais avec ce côté vraiment détente où tu te mets les pieds sous la table, tu n'as rien à réfléchir, tu as une jolie carte des vins et tu te laisses porter. Très bien. Il y a de la place dimanche prochain?
Toujours. Ouais. Pour toi, toujours. Moi, je Bon, bien on va preneur. commencer, on va bosser un peu quand même. Donc voilà, le petit ceviche de blettes. Est-ce que tu veux bien qu'on le mette sur le devant de la scène, s'il te Tu veux plaît? que je mette ici? Ouais. Voilà, donc ici, on a fait un petit Fontainebleau de chou-fleur. Moi, j'adore les Fontainebleau, c'est un de mes desserts préférés. Et je me suis dit, je suis sûre qu'on peut transposer ce jeu de texture hyper subtile Donc, sur un autre rappelle le univers. Fontainebleau, hein, on est sur Alors, le une- Fontainebleau, c'est un mélange de fromage blanc et crème montée. et crème montée. C'est très aérien. Ouais, très aérien, c'est vraiment la subtilité. Enfin, tu vois, c'est pas comme si tu mettais du chocolat avec de la pâte à crêpes. Enfin, tu vois, c'est deux textures qui sont quasiment similaires. Ok. Vraiment très en délicatesse. Et donc, sur le chou-fleur, je trouve que ça marche bien. Hop, on va faire une jolie quenelle. Donc là, c'est une base de crème de chou-fleur. Voilà, crème de chou-fleur. Donc on a blanchi notre chou-fleur fortement, on l'a fini à la crème, on a fait des petits pickles de chou-fleur, une crème montée très assaisonnée qui va ramener presque un côté un peu fromager alors qu'en fait il n'y a pas de fromage dedans. Huile de ciboulette, on fait beaucoup d'huile d'herbe au restaurant, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une bonne façon d'imprimer des goûts. Voilà, et on va le finir avec juste... on va se faire plaisir avec une petite tagette. On travaille beaucoup d'herbes et de petites fleurs. Oh, c'est parce que je suis une fille. Non, je rigole. Non, mais ça fait un peu partie de... On a évité tous les clichés depuis Voilà. 48 heures, donc on va pas commencer maintenant. Non, mais ça me fait marrer. Voilà, donc le petit Fontainebleau de chou-fleur. Très bien. Ici, on a les cocos de Paimpol, que j'aime énormément, qu'on a depuis le début. Évidemment, en saison, on l'avait fait l'année dernière, ça avait tellement bien marché qu'on l'a refait cette année. Avec le bouillon de cuisson qu'on assaisonne avec un peu d'eau de rose. Donc c'est assez inattendu sur une entrée, mais ça marche très bien. Quelques mûres. Et Margot va me passer la crème glacée de persil. Voilà, tu vas nous faire une jolie quenelle, la bichette. Oh là là. Voilà, ça c'est typiquement le genre de... Tu vois, c'est vraiment travaillé, on a plein de lectures différentes avec le persil qui ramène un côté vraiment végétal, la chlorophylle, et la douceur de la rose, la texture du coco qui est assez enveloppante. Mais d'ailleurs, on voit, hein, il y a presque à la fois, dans le dressage même, dans l'idée, il y a des fruits, il y a des intitulés qui rappellent un peu les desserts. Il y a aussi cette envie de ne pas rester dans des Non, il n'y a pas de dogmes trop... code. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de case. Moi, je considère que les choses, si elles sont bonnes, à n'importe quel moment de la journée, en fait. Donc là, effectivement, on mélange un peu les fruits, les légumes, les codes. Et de la même façon qu'on avait fait l'année dernière des crèmes glacées au potimarron en dessert qui marchaient hyper bien. Ça rappelle des notes un peu épicées, ça va bien jouer sur la noisette, etc. Et il n'y a rien qui te manque, justement, chez Poulich, cette envie parfois, quand on est dans une Formule 1, comme une grande Non. cuisine d'un Non, palace, moi, de pouvoir tenter des choses Non, parce que franchement, la liberté que j'ai aujourd'hui dans mon boulot, elle n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment super. On a des petits menus, des petits prix, mais en travaillant de façon intelligente, puisque comme il n'y a pas de menu, on n'a pas de perte, on optimise vachement notre travail, que ce soit pour les équipes en termes de temps horaire et nous en termes de matériel, de marchandises. En fait, tout est hyper optimisé. Donc, ce qui nous permet quand même d'aller chercher des jolis produits et des jolies matières. On travaille beaucoup avec des producteurs en direct, que ce soit avec les maraîchers, avec les marailleurs et les éleveurs. Ok. Donc forcément, tu court-circuites les grossistes, donc ça te permet d'aller chercher des prix un peu plus intéressants. Voilà, donc non, moi, je suis tout à fait heureuse. J'ai l'air malheureuse dans ma vie. Tu as l'air extrêmement épanouie. Voilà. Il n'y a pas de doute. Alors, on va continuer. On a 2 assiettes chaudes qu'on va faire ici. Tu vois, je me suis fait plaisir aussi sur tout ce qui est art de la table. Ça, c'est des assiettes qui ont été faites par ma belle-sœur. Elle les a toutes tournées à la main. Moi, j'avais vraiment envie de ne pas faire de compromis sur la qualité des matières, donc évidemment de tout ce qu'on utilise, et aussi de l'art de la table, de l'outil de travail, etc. Donc on a une boîte céramique, on a des beaux verres à vin, on a des beaux couteaux, on a de l'argenterie pour les clients. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont fondamentaux.
Hop. Donc explique-nous, là, on est toujours dans les mises en scène ou... Complètement. Là, aujourd'hui, on va vous faire que des mises en scène. Donc, on va faire une carotte teriyaki. Attends, je vais prendre la grande assiette parce que ça va être un peu petit. Ah bah, avec le vol au vent. Donc ça, c'est une assiette que je vous ai piquée parce qu'on a perdu une assiette dans le transport. Okay. Est-ce que tu veux l'essuyer? Voilà. Hop. Alors, on va faire une petite carotte teriyaki. T'as pas besoin d'essuyer, c'est bon? Non. Très bien. Un peu fort, ça. Carotte teriyaki, donc des jolies carottes maraîchères qui viennent du 95, juste brossées, très brutes. Moi, je trouve que quand tu fais de la cuisine brute comme ça, en fait, tu peux pas tricher sur la qualité des matières. Qu'on va laquer. Alors, ouais, voilà, j'ai oublié de mettre le tahini. Donc, elles sont non épluchées, tu dis, hein? Ouais, brutes, bien lavées. On met une bonne cuillère de tahine. De tahine, donc cette crème de sésame. Hein. Ouais, la pâte de sésame. Ça, c'est une sauce teriyaki. Donc, réduction de caramel, vinaigre de riz, un peu de gingembre, plein de choses. Excuse-moi, mais dans la cuisson, tu avais ajouté du teriyaki, de la sauce teriyaki? Non, ça c'est cuit vraiment brut. Okay, c'est vraiment brut. La carotte. Ouais, vraiment brut. La petite teriyaki, et dessus, on va jouer avec l'oseille, que j'aime beaucoup. C'est un peu l'herbe... tu vois, il y en avait partout dans les campagnes, même aujourd'hui, tu en as encore partout. Et pourtant, qui fait partie un peu de ces herbes complètement oubliées, un peu tombées en désuétude, alors que je trouve que c'est des produits aussi qui supportent mal la conservation. Donc il faut qu'elles soient toujours très fraîches. Ouais. Et c'est pas simple de la conserver. C'est vraiment, tu as une super vivacité, c'est très intéressant. Une très belle acidité dans l'oseille. Les noisettes... Où est-ce qu'on les a mis, les noisettes sont là. Les noisettes. Des petites noisettes, ça va ramener un peu de croquant. Voilà. Là, tu vois, techniquement, tu as zéro difficulté, quoi. Et c'est juste aller jouer sur la qualité de l'ingrédient principal et sur l'assaisonnement que tu vas ramener. Oui, et puis il y a un esprit, hein, clairement, qui se dégage de tout ça. Voilà. Ça. Ici, on va faire une petite aubergine. Est-ce qu'avant qu'on fasse cette aubergine, on peut revenir 2 secondes aussi sur la période du confinement? Parce qu'il s'est quand même passé quelque chose de, évidemment, collectivement, d'extrêmement fort. Ouais. Et tu fais partie aussi de celles et ceux qui ont œuvré très modestement, mais qui ont incarné aussi un mouvement et qui ont contribué effectivement à la fois à faire du bien et à redonner un peu de... en fait, il y a eu le choc du samedi 14. Où, ça, les restaurateurs, on va pas refaire l'histoire, mais voilà, on était tous un peu sous le choc. Au début, on partait pour 15 jours de confinement, 15 jours de fermeture. Donc je me suis dit, ok, bon, bah, je vais en profiter, je vais repeindre chez moi. Tu vois, donc j'ai réussi à me débrouiller pour trouver 2 seaux, des gros seaux de peinture blanche, là, 3 rouleaux. Hop, j'ai fait tout chez moi. En 2 jours, j'avais tout fini. Et puis, bon, je commençais à être un peu comme ça. Et je me suis dit, et puis en fait, je suis allée faire mes courses. Je suis allée faire mes courses et puis je suis bien embêtée parce que à part un Monoprix, un Franprix, il n'y avait plus de marché à l'époque, rappelle-toi. Je me disais, ça me déprime, quoi. Tu vois, j'ai pas envie d'aller acheter des tomates dégueu pour manger, quoi. Et donc avec les maraîchers avec lesquels on travaille, tu sais, Christophe, ça fait 15 ans, je crois, qu'on travaille ensemble, donc on est quand même assez proches. On se parle au téléphone 2 fois par semaine quand il fait monter son camion. Et j'entendais la détresse du mec parce que l'arrêt des restaurants, c'était évidemment mettre tout le monde, toutes les équipes au chômage, mais c'est aussi par ricochet toutes ces personnes qui, du jour au lendemain, tous les maraîchers qui travaillent directement avec des restaurants, en général, ils ont une logistique qui est assez particulière. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec les restaurants à 90%, 95%, 100% parfois. Mais ce n'est pas des gens qui sont très polyvalents, si tu veux, dans leur façon de distribuer leurs produits. Et je sentais le mec, il était au bord des larmes, quoi, parce que en plus c'était la saison de l'asperge, donc c'est la période rémunératrice sur laquelle ils font 50% de leur chiffre d'affaires, je crois, un truc comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en gros c'est un truc comme ça. Et donc en gros le mec, il est en train de flinguer son année. Et pire que ça, il allait probablement devoir jeter la marchandise. Il a jeté, il a dû jeter. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, moi, je suis parisienne, je suis là, je suis désemparée parce que j'ai pas envie d'aller manger des panzani et des tomates dégueu. Et en même temps, il y a des mecs qui ont leur frigo et leur champ parce que la nature, tu mets pas sur off et puis t'as les carottes, elles restent comme ça, t'attendent dans les champs, quoi. Et donc, je me dis, en fait, il y a des mecs qui ont de la cam, tu vois, qui ont plein de légumes dans leur champ, des Parisiens qui sont là, qui ont envie de manger des choses correctes, qui sont soucieux de leur alimentation.
Et entre les deux, il y a un truc qui ne marche pas. Ben, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de faire le pont entre ces deux populations-là. Et donc j'ai réfléchi, je me suis renseignée avec mon avocat à savoir si légalement on avait le droit de le faire, si on avait le droit de réouvrir le restaurant pour faire ça. J'ai regardé sur le bail du restaurant, donc si c'était une activité qui était compatible. Et puis, donc il a fallu à peu près une semaine, 10 jours pour arriver à balayer à peu près toutes ces considérations-là et à s'organiser. Et puis je suis retournée au restaurant, j'ai viré toutes les chaises et les tables de la salle avant, j'ai tout foutu dans la cave. J'ai pris des cagettes, j'ai retourné les cagettes et puis j'ai monté un petit marché comme ça sur la salle avant du restaurant. Au début, moi, je pensais qu'on allait faire deux paniers par jour parce que, tu vois, il n'y avait pas vraiment beaucoup de façons d'en parler. Tu vois, les premiers jours, j'ai juste ouvert la porte vitrée et puis tu avais les gens qui regardaient. Qui se demandaient un peu... Qu'est-ce qu'elle a fait? Enfin, c'est bizarre, normalement c'est un restaurant, etc. Alors, il y a eu un bouche à oreille extraordinaire qui s'est fait dans le quartier et très rapidement, en fait, on a cartonné, quoi. On a cartonné et on s'est rendu compte que voilà, il y a vraiment de la place dans ce quartier-là pour une alimentation de qualité et les gens sont vraiment en demande, quoi. Et ils nous suivent quand on leur dit nos façons de travailler, les façons qu'on a d'acheter nos ingrédients. Voilà, ils sont soucieux de ça, quoi. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci parce que ça a été effectivement pendant cette période tellement folle. C'était hyper compliqué. Mais aussi, les gens venaient chercher une certaine joie de vivre parce que tu vois, moi je mettais la musique à fond, j'étais en train de raconter des conneries, je donnais une recette, la petite mémé elle achetait ses carottes et puis elle me demandait Marc, comment je fais mon bœuf bourguignon. Enfin, tu vois, c'était un vrai lieu d'échange et puis j'avais essayé de faire un truc un peu joli avec des paniers en osier, il y avait des fleurs et je pense que les gens avaient vraiment besoin de ça plutôt que d'aller j'ai pas envie de cracher sur une enseigne, sur les enseignes de grande distribution, mais où il n'y a vraiment pas de personnalité, où c'est très peu personnel, où il y a du plastique, où tu sais, ils ont mis des écrans plastiques partout. Alors là, on gardait nos distances, tu vois. Moi, j'étais seule dans la boutique et puis ils restaient sur le trottoir. J'ai la chance d'avoir un restaurant qui s'ouvre très facilement. Mais tu vois, il y avait cette, ouais, et puis voilà, on le ressent encore aujourd'hui quand on vient chez Pouliche. Voilà. Ouais, cette âme que les gens avaient envie d'avoir. Voilà. Alors, ici, l'aubergine. Donc, on l'a juste rôti, on l'a laqué avec un tout petit peu de miso pour ramener un petit côté umami. Donc, la pâte de soja fermentée. Hein. J'ai juste fait une bêtise. Hop. Voilà. Donc, ça c'est une petite crème de girolles. D'accord. Voilà. Et là, on a... Ça, c'est les girolles d'après. Ouais, remarque, si je peux prendre cela, c'est pareil. Petite poêlée de girolles. Là, on est dans la saison des champignons et moi, c'est vraiment une saison que j'aime tout particulièrement. Pour moi, c'est vraiment la générosité, la girole. Ici, des petites pousses d'épinards. C'est vrai que souvent, j'aime assez travailler les herbes ou les salades ou ce genre de choses. Je trouve que c'est des choses qui sont... On le voit hein, là, dans les 4 assiettes déjà, cette 5e qui arrive. Il y a le rapport du cru, du cuit, du jeu de texture, le croquant, voilà. La fraîcheur de... Complètement. Je trouve que vraiment Et c'est marrant parce que tu sais, on a régulièrement des gens qui viennent le mercredi, qui sont invités par la personne qui a fait la réservation et quand on leur dit, au fait, peut-être que la personne qui vous a invité ne vous a pas prévenu, on est complètement végétarien. Au début, les gens, tu sens qu'il y a le « oh merde », tu vois, juste « fichier, j'avais pas compris », tu vois. Donc tu sens l'a priori un peu négatif, quoi. Ouais. Et puis, je trouve qu'un super compliment qu'on a eu, c'est quand ces personnes reviennent te voir à la fin du service et te disent en fait, j'ai pas le sentiment qu'il m'ait manqué quoi que ce soit, j'ai super bien mangé, je suis pas lourd et en même temps, c'était gourmand, c'était cuisiné plaisir, et c'était vraiment chouette, quoi. Voilà. Bon, ça, on a clairement vu que disons, les mentalités évoluent sur ces questions-là. Ouais, petit à petit. Tout cas, mais il y a encore du boulot. Je suis là, sans aucun doute. Pas encore non plus. Voilà. Hop, les petites figues. Ça, c'est vraiment, ça marche hyper bien, figue girolles. Voilà, très une joli. Petite... Magnifique. Voici. Et puis, on va terminer pour le salé sur le vol au vent. Donc, on va faire tout à l'heure. Donc ici, on a fait petit feuilletage. Ça, tu vois, je trouve que c'est le parfait exemple pour dire que la cuisine végétarienne, en fait, c'est pas forcément la salade de tomates mozza, quoi. C'est une jolie recette vraiment de tradition bourgeoise. Tout le monde a goûté un vol au vent dans sa vie. Ça rappelle forcément des souvenirs. Voilà, on a plein d'images de vol au vent. Je pense qu'il va être très différent de celui d'hier matin, pour ceux qui étaient là. Hein, ah, t'as eu des vols au vent hier?
à la même heure, Ah ouais 10h30 aussi. Ah, c'est le truc d'ouverture, le vol. Jean et Roxane Séveigne, Ah bah oui, du Café forcément. des Ministères. Ah bah oui, Mais forcément. très différent. Bah, je me demande si c'est pas d'ailleurs en ayant mangé le leur que je me suis dit mais il faut qu'on fasse un vol au vent. C'est très possible parce que ça correspond à peu près dans les temps. Alors après peut-être que j'ai pas forcément fait l'association d'idées comme ça, mais eux c'était plus viandard. Hein. Il y avait du riz de veau. Forcément. Mais moi j'aime bien aussi de temps en temps. Il est magnifique aussi. Voilà donc. Donc ça ici, c'est d'ailleurs ce vol au vent qu'on va pouvoir déguster. Voilà, pour celui-là le coup. on va vous le faire là-bas sur le stand. Ici donc on a topinambour et quenelle nature. Donc la quenelle nature, tu sais la panade que tu poches. Ah oui, donc ça c'est les petits morceaux qu'on voit qui Ouais, ressemblent à un t'as la morceau de beurre, quenelle. mais c'est la quenelle. Non, c'est pas du beurre. Je Voilà. me disais, ils font pas ce beurre. Ici c'est une brunoise de céleri qu'on a laissée très croquante. En fait, quand tu manges un vol au vent, ce qui est hyper agréable, au-delà du côté très rond, nappant de la sauce, c'est toutes les différences de texture que tu peux avoir dans la. Et la sauce quand même aussi. Voilà. Donc le céleri en brunoise, donc qui est encore un peu croquant, qui va ramener encore une texture. Ici les petites girolles, parce qu'on aurait tort de s'en priver, hein, c'est la saison. Elles sont là. Voilà. On est d'accord que là, subtilement, tu nous emmènes vers l'automne. Bah, bon, manque de peau, ouais. il fait 45 degrés aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand on avait décidé de faire le vol au vent là, sur le stand, c'était le moment où il y a eu le coup de froid, où il faisait 8 degrés. Et puis, bon, t'envoies les recettes, et puis juste le lendemain, ils annoncent une vague de canicule. Et là, tu te dis, bon, c'est super, on a bien calculé le coup. Il n'y a aucun doute que ce sera absolument délicieux pour ce midi. Ouais. Voilà, ici, c'est donc une petite crème de topinambour, oignon et topinambour. Donc, tu vois, qui est quand même généreuse, bien nappante. Quand tu parles d'une crème, il y a de la crème dedans. Ouais, il y a de la crème. On n'est pas végétalien. Hein. Ah oui. On utilise beaucoup de produits laitiers. C'est vrai que c'est quand même... moi, quand je parle de cuisine généreuse, j'ai pas envie d'avoir une cuisine qui soit une cuisine de régime, quoi. Tu vois, c'est pas... Oui, moi je me souviens, il y a des fromages frais, il y a l'utilisation effectivement, même des fromages que tu vas pouvoir faire au cuir. On fait plein de trucs. En ce moment, on fait aussi une royale demi-molette, par exemple, tu vois, avec un petit ragoût de lentilles. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire. Moi, j'aime bien quand ça déborde un peu, hein, tu vois. Sinon, c'est pas drôle. Il est très joli ce petit vol au vent. Voilà. Et on termine avec des petites noisettes. Dans ma cuisine, c'est vrai que j'utilise beaucoup de fruits secs. Tu vois, là, il y a les noix de cajou, des pignons aussi, beaucoup. Alors, quand on a des allergies fruits à coque, c'est un peu notre cauchemar, je t'avoue. Voilà. Le petit... Là, on est bien content de retrouver des vols au vent au quart des restaurants. Bah ouais, moi je trouve que c'est vraiment ça fait partie des recettes qui font plaisir, quoi. Voilà, c'est généreux, c'est réconfortant et c'est du bonheur. Et on termine avec Margot, du coup. Voilà, et Margot qui va poursuivre. Donc au restaurant, donc on commence sur ces mises en selle. Ensuite, on a un plat qu'on choisit. Et ensuite, on continue sur les desserts avec le même esprit de partage. C'est ça. Donc du coup, en fait, la fin du repas se compose sur un gâteau de partage qui vient se poser au milieu de l'assiette, enfin de la table. Très simple. Comme ça, justement, tout le monde vient piocher dedans, se sert, etc. C'est bonne franquette, c'est cool. On vient terminer ça avec un petit peu de sucre glace, histoire de pimper et rajouter du sucre, parce qu'on aime bien. Je précise que ce gâteau est sans gluten et sans lactose. Ça permet aussi de, justement, quand on a des allergies, des intolérances, etc., on anticipe. Et ça reste quand même très moelleux, très généreux, comme la chef aime bien. Voilà. Et c'est souvent accompagné avec des petits bols à côté, plus frais, plus concentrés en saveur, souvent déclinés avec la saison, et puis toujours du sorbet fait maison avec nos propres fruits, etc. Petite crème, parfois quelques petits croustillants, parfois des fruits secs, encore une fois. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu l'idée du resto. De la fin de la séquence, ouais. C'est ça, Très histoire de terminer sur une note assez percutante, mais aussi légère, parce que quand même, on a beaucoup d'éléments avant. Et ce serait quoi aujourd'hui, du coup? Alors aujourd'hui, on va commencer d'abord par un crémeux praliné, parce que on aime bien encore une fois la noisette, le praliné, les choses comme ça, avec un sorbet banane, un petit peu de citron vert, Il te reste 2 minutes, hein, Margot. Je me dépêche. Et une croustade au sarrasin. Donc tout simplement, on va mettre
le crémeux praliné au fond. Ça doit être, coquin, ça, quand même. Hein. On travaille avec Weiss, donc voilà, ça fait partie de nos fournisseurs. Tac. On va incurver tout ça, tac. Crostade de sarrasin. Ouais. Vous arrivez à ouvrir. Crostade de sarrasin, donc sans gluten, uniquement de la farine de sarrasin, un peu de miel. Ça, c'est un gel de citron rôti qui a été fait, en fait, on a rôti des citrons entiers dans le four, tel quel, naturel. On a récupéré la pulpe, montée avec un petit peu d'huile d'olive et de l'agar. Très bien. Merci. Et tout simplement... Il a l'air un peu dur, là. Ah ouais. Vous avez un congélateur qui booste, c'est cool. Oui, on a même congelé des fleurs hier, malheureusement, à cause de tout ça. Donc, on va essayer, hein. Tu sais, honnêtement, on est dans une forme de lâcher prise aussi. On n'est pas contre des boules de glace qui ressemblent pas à des quenelles. Nous, moi, j'aime les quenelles bien faites, donc je suis un petit peu... Chacun ses petits tocs, hein, voilà. Tu sais, il n'y a pas de problème. En plus, il y a ma copine Chloé au restaurant qui m'a piqué ma cuillère à quenelle, donc j'ai pas celle que j'ai d'habitude. Sa cuillère. Bonne ambiance chez Polish. Ouais. Pas très beau, mais voilà. Non, tu rigoles, mais franchement, moi, c'était vraiment quelque chose de fondamental quand j'ai réfléchi au resto et la façon dont je voulais qu'on travaille ensemble. C'est vraiment la base pour moi, c'est que tout le monde travaille ensemble. Et là, elle le dit avec un grand sourire parce qu'elle passe leur temps à se chamailler, mais tu vois, on a une cuisine qui est hyper ouverte. On cache rien. On a régulièrement des clients qui viennent nous voir pour nous demander des petites astuces ou comprendre quelle était derrière la recette ou l'origine de telle viande ou quoi que ce soit. Et quand on travaille, on est souvent avec la musique à fond. On chante, on danse. Voilà. Moi, c'est fondamental. Si tu veux, si nous on n'est pas bien, comment tu veux que les gens qu'on accueille chez nous? Moi personnellement, c'est moi qui suis pas bien là parce qu'on me dit dans l'oreillette dépêche-toi, Boris. Dépêche-toi, mais non, mais regarde, on est parfait. C'est le dernier, on est parfait. Alors, du coup, ça c'est un crémeux mascarpone feuille de figuier. Parce que les figues en ce moment c'est la saison et c'est trop bon. Ensuite on a des figues fraîches et c'est très bon. Voilà. La figue, j'ai envie de dire, c'est un peu l'asperge de la saison. C'est-à-dire qu'on sent que c'est le fruit de et on saison y va à fond, quoi. qu'on a envie de travailler. Tu peux aller sur plein de territoires, ça marche bien ici, avec les viandes, ça marche bien avec les desserts. Enfin, tu peux faire énormément de choses. Et du coup, je précise encore une fois que les sorbets sont faits maison, avec des fruits frais, tout ça. Ça se voit. Et nous avons une petite huile de figuier pour terminer l'ensemble et pour rappeler. Feuilles de figue, Voilà, feuilles de figuier. Et de petites pistaches. Voilà. Et donc, c'est bon. Donc en fait, tu retrouves le même esprit sur la fin de dîner que tu as sur le début. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette mise en scène de la journée. Merci Margot, merci Amandine, merci beaucoup pour cette démonstration. Vraiment, et on viendra vous voir chez Polish à Paris dans le 10e. Merci. On se prend 3 minutes de pause. À tout de suite. Et on est sur le stand avec nos vins. Évidemment, et profitez effectivement du fait que Amandine va proposer une de ses recettes sur le stand ce midi. Merci.